Un pays longtemps immobile bascule soudain, comme si 2 chiffres suffisaient à fissurer des décennies d'attente. En 3 ans, l'accélération contredit tout ce que les observateurs prédisaient, révélant un écart brutal entre ce qui stagnait hier et ce qui avance aujourd'hui. Mais pour vous, que signifie cette rupture? Et pourquoi le nom d'Ibrahim Traoré y apparaît-il toujours au moment décisif? Un horizon bref, pourtant assez dense pour laisser entrevoir un mouvement profond. La promesse qui émerge dans les premiers mois. D'un slogan, elle tient dans l'idée qu'un pays longtemps dépendant puisse apprendre à produire, réparer et décider depuis son propre territoire. Le bénéfice central, retrouver une marge d'action réelle, agit comme un pivot invisible qui réoriente les attentes publiques et redéfinit la relation entre État et population. À mesure que chaque chantier s'articule, un principe simple se confirme: l'autonomie n'est pas un cap lointain, mais une succession de mécanismes concrets que chacun peut percevoir dans son quotidien. Et derrière cette mécanique se dessine un risque bien plus critique que la lenteur, celui de manquer la fenêtre historique ouverte par les premiers résultats observables. Ce renversement alimente une tension nouvelle si le pays avance. Peut-il continuer sans consolider les 5 chantiers vitaux qui structurent déjà la trajectoire? Car l'enjeu n'est plus seulement de transformer l'infrastructure ou la productivité, mais de savoir si la dynamique enclenchée peut survivre aux prochaines pressions politiques, sociales ou régionales. Et dans cette incertitude maîtrisée, que se jouent les stakes réels du modèle, une opportunité rare, fragile, mesurable. Le premier apparaît brutalement: 10 projets nationaux émergents en 3 ans, et plus de 300 000 habitants voient leur quotidien se transformer grâce à l'électricité, à l'eau et aux infrastructures locales. Ce volume inattendu clarifie la question suspendue depuis l'ouverture. La dynamique n'est pas née d'un hasard, mais d'une mécanique volontaire qu'Ibrahim Traoré a fait converger autour de 5 besoins vitaux. La transition prend racine dans un contexte où le pays se trouvait acculé dépendance chronique aux bailleurs extérieurs, fragilité logistique permanente, chaîne de production fragmentée et exposition aiguë aux ruptures d'approvisionnement. Chaque secteur, agriculture, énergie, santé, logement, finances, reposait sur des leviers extérieurs, laissant à l'État une marge d'action réduite à presque rien. Et c'est cette vulnérabilité systémique qui explique pourquoi la moindre panne de financement pouvait paralyser une région entière et bloquer le fonctionnement d'écoles, d'ateliers ou de coopératives. Lorsque le pays décide de reprendre les leviers essentiels, la stratégie change d'échelle. Produire localement ce qui était importé, relier les chantiers entre eux, stabiliser les filières critiques, cette approche transforme des gestes isolés en une architecture cohérente. On voit alors se déployer une logique de chaîne. L'usine appelle la roue. La route appelle l'énergie. L'énergie nourrit l'hôpital. Et l'eau du barrage Ziga 2 consolide l'ensemble. Le modèle devient lisible parce qu'il cesse d'empiler des projets. Il orchestre un système. Ce basculement de perspective éclaire l'importance du moment. La rupture n'est plus symbolique, elle est opérationnelle. Les premiers bilans publics dévoilés indiquent que la trajectoire s'éloigne de la survie pour entrer dans l'autonomie mesurable. La question ouverte au trouver ici sa réponse: si le mouvement s'étend au même rythme, il peut redéfinir durablement la place du Burkina Faso dans le Sahel. Pour saisir comment la dynamique s'est enracinée, il faut suivre celles et ceux qui en incarnent les premiers effets concrets. Leur quotidien montre que la transformation ne se limite pas au bilan officiel, elle s'exprime dans les gestes ordinaires de ceux qui produisent, enseignent ou réparent au rythme du terrain. Le premier cas vient de Kourougou. Mariam, ouvrière de la Red Gold Factory, décrit la transition comme un renversement silencieux. Ses tomates, autrefois perdues faute d'acheteurs, deviennent désormais une marchandise nationale valorisée. Chaque lot made in Burkina Faso stabilise son revenu et rétablit un lien tangible entre effort individuel et résultat collectif. Ce changement, modeste en apparence, témoigne de la manière dont une infrastructure bien pensée modifie une trajectoire personnelle.
Le second cas apparaît dans un village électrifié par le programme Yellen. Un instituteur raconte que les cours du soir, abandonnés des années durant, ont repris dès les premières semaines d'éclairage solaire. Les enfants arrivent tôt, stimulés par l'idée d'apprendre dans un espace qu'ils considèrent comme chez leur lumière. Pour lui, le progrès ne réside pas seulement dans l'énergie elle-même, mais dans la confiance qu'elle diffuse. Ces deux trajectoires, pourtant éloignées, convergent vers un même constat lorsque les infrastructures fonctionnent. Elles transforment d'abord les usages, puis la manière dont une communauté se projette. Elles créent un effet d'entraînement qui dépasse l'intention des projets initiaux et ouvre des perspectives durables. La transformation devient réelle lorsqu'elle change les routines. Tout commence par un déclencheur que personne n'avait anticipé. Un pays voit ses propres récoltes pourrir au bord des routes pendant que les mêmes produits reviennent d'Europe, transformés, plus chers, presque méconnaissables. Le choc paraît agricole, mais il ouvre. En réalité, une faille des politiques, une prise de conscience brutale de la dépendance. Et dans cet interstice, qu'Ibrahim Traoré saisit l'occasion de renverser une inertie vieille de plusieurs décennies. Le basculement. Le constat est simple, produire sans transformer, c'est perdre la valeur. Tat identifie alors un point d'entrée tangible, la tomate. Ressource abondante, mais sous-valorisée. La décision tombe implanter une usine locale, capable d'absorber les récoltes, de réduire le gaspillage et de stabiliser les revenus. Ainsi naît la Red Gold Factory, conçue non comme un symbole, mais comme un outil pour résoudre un problème précis. 8 millions de dollars sont mobilisés. En quelques mois, les flux se structurent contrats agricoles, coopératives, circuits logistiques. La chaîne s'anime. Les villages voisins sentent la mutation. La matière première cesse de fuir. Elle devient nationale. Enchaînement mécanique. Le système ne s'arrête pas. Une fois l'usine en place, la route devient le maillon suivant. Le corridor entre Bobo-Dioulasso et la Côte d'Ivoire est lancé 120 millions de dollars pour raccorder la production au marché sans passer par des intermédiaires lointains. Chaque kilomètre réduit les coûts logistiques. Les camions roulent plus vite. Les produits arrivent frais. Les coopératives élargissent leur rayon d'action. Tat comprend alors que chaque infrastructure appelle la suivante. Nergy devient le point critique sans elle. Pas de continuité. Le programme Yellen électrifie 150 villages, touche 300 000 personnes, libère écoles et hôpitaux de l'improvisation lumineuse. La nuit change de statut. Elle devient un espace d'apprentissage, de travail, de sécurité. Les techniciens locaux prennent le relais, formés directement sur les chantiers initiaux, une avancée que même les observateurs prudents n'avaient pas anticipée. Et s'impose alors comme la pièce manquante Ziga 2, stocke 40 millions de mètres cubes, irrigue, stabilise, hydrate. 600 000 personnes en dépendent déjà. La vie quotidienne bascule vers plus de continuité. La rémanence. Quand les premiers flux financiers reviennent au pays, la dynamique s'ancre. La Birken Bank ouvre 67 agences, rapatrie plus de 60% des dépôts nationaux, distribue 15 000 microcrédits. Le capital reste, circule, renforce les ateliers, les coopératives, les PME rurales. Les chaînes de valeur se ferment à l'intérieur du territoire. La souveraineté cesse d'être un discours. Elle devient un fonctionnement. Et c'est ici que la séquence touche un point inattendu, le système avance, même lorsque l'on cesse de le pousser. La mécanique initiée sous l'impulsion d'Ibrahim Traoré produit désormais ses propres prolongements. Chaque maillon active le suivant, sans rupture visible. La trajectoire se solidifie au moment même où elle commence à échapper à la simple volonté politique. Tout a commencé par un choc que personne n'avait vraiment anticipé. Des tonnes de tomates pourrissaient au bord des routes pendant que les mêmes produits revenaient d'Europe sous forme transformée. La scène semblait banale, presque routinière, mais elle révélait une fracture, un pays qui produit sans capter la valeur.
Est dans cet instant que l'impulsion d'Ibrahim Traoré fait basculer la logique d'ensemble, le point d'allumage. Tat identifie un goulet d'étranglement simple, l'absence d'une transformation locale capable de stabiliser les récoltes. La réponse est immédiate, bâtir une usine conçue pour absorber ce que le pays perdait chaque saison. 8 millions de dollars soient mobilisés pour la Red Gold Factory. En quelques mois, un circuit entier se réorganise, contrats agricoles, structuration des coopératives, logistique interne. Ce qui n'était qu'un flux dispersé devient un système cohérent. La matière première cesse de fuir. Elle reste, circule, prend valeur. Les villages voisins perçoivent les premiers effets, moins de pertes, plus de débouchés, plus de stabilité. Effet domino. Une fois l'usine consolidée, le pays réalise que la transformation ne suffit pas. Il faut raccorder, transporter, étendre. Et de là qu'intervient la route Bobo-Dioula-Sotte d'Ivoire, financée à hauteur de 120 millions de dollars. Chaque kilomètre construit réduit les coûts logistiques. Les camions roulent plus vite. Les produits arrivent frais. Les flux deviennent prévisibles. Le corridor n'est plus un simple axe, il devient une artère économique. Mais la route appelle l'énergie. Sans continuité électrique, pas d'atelier, pas d'école, pas de service stable. Le programme Yellen électrifie 150 villages et touche 300 000 personnes. La nuit change de fonction, elle devient utile, productive, rassurante. Les hôpitaux abandonnent les lampes de fortune. Les écoles rouvrent que les cours du soir. Les ateliers prolongent leurs horaires. Puis vient l'eau Ziga2 stock 40 millions de méatroires, irrigue des centaines d'hectares, sécurise l'hygiène et stabilise les villages. 600 000 personnes s'appuient déjà sur ce socle hydrique. La stabilisation. La dernière pièce arrive avec la Birken Bank. 67 agences ouvrent en cascade. Les dépôts, autrefois hébergés à l'étranger, reviennent sur le territoire, plus de 60% désormais réinternalisés. 15 000 microcrédits circulent, soutenant ateliers, coopératives, petites entreprises rurales. Le capital cesse de s'évaporer. Il tourne, nourrit, renforce. Le pays passe d'un système troué à un circuit fermé. À ce stade, quelque chose d'inédit se produit, la dynamique avance seule. Chaque infrastructure active la suivante, comme si la mécanique, lancée sous l'impulsion initiale d'Ibrahim Traoré, avait acquis sa propre inertie. La souveraineté n'est plus une déclaration, c'est une chaîne qui fonctionne. Les résultats tangibles commençant à se dessiner dans les chiffres, plus de 300 000 personnes bénéficient désormais d'infrastructures de base qui étaient auparavant un luxe inaccessible. Dans le même temps, la couverture énergétique passe de moins de 15% avant 2022 à plus de 43 ans plus tard, grâce à des projets comme Yellen qui ont électrifié des centaines de villages. Cette progression rapide montre qu'un investissement ciblé dans l'énergie peut rapidement transformer l'accès à l'électricité dans les zones rurales, offrant aux familles de nouvelles heures d'activité, aux écoles des horaires prolongés et aux hôpitaux une fiabilité accrue. Ensuite, l'impact de l'eau devient tout aussi mesurable. Le barrage Ziga2, qui stocke 40 millions de mètres cubes d'eau, a permis de sécuriser l'irrigation et l'approvisionnement en eau potable pour environ 600 000 personnes. Cet investissement a réduit la dépendance aux saisons sèches et stabilisé l'approvisionnement en eau, un élément crucial pour la santé et l'agriculture dans le Sahel. Plusieurs centaines d'hectares de terres agricoles sont désormais irrigués de manière prévisible, augmentant les rendements et réduisant les pertes des récoltes. Enfin, l'élément financier vient compléter ce tableau. La Birken Bank, qui a ouvert 67 agences à travers le pays, a permis de rapatrier plus de 60% des dépôts nationaux, auparavant stockés à l'étranger. Cette dynamique a été accompagnée par l'octroi de 15 000 microcrédits à des coopératives et des petites entreprises rurales. Ce changement dans la gestion des flux financiers permet de financer des projets locaux, renforçant l'économie interne et réduisant la dépendance à l'aide extérieure.
C'est ces trois chiffres essentiels: l'augmentation de l'accès à l'énergie, l'amélioration de l'accès à l'eau et la croissance de l'épargne locale montrent que la transformation du Burkina Faso ne repose pas seulement sur des déclarations politiques, mais sur des bases mesurables et durables. Ils illustrent comment, en 3 ans, un pays peut réaliser des avancées concrètes en matière d'autonomie, de résilience et de souveraineté. La dynamique n'est plus une promesse, elle est devenue une réalité mesurable. 2 critiques majeures reviennent lorsque l'on analyse la trajectoire engagée. La première affirme que l'autonomie proclamée n'est qu'une illusion. Un pays enclavé, dépourvu de ressources stratégiques, ne pourrait pas réellement se détacher des réseaux financiers et logistiques extérieurs. Selon cette thèse, réduire la dépendance reviendrait à ralentir la croissance, puisque l'aide internationale et les circuits d'importation auraient longtemps constitué le socle de stabilité du pays. La seconde critique se concentre sur la vitesse des transformations. Elle avance que des changements trop rapides risquent de créer des déséquilibres internes, tensions dans les chaînes d'approvisionnement, fossés entre zones modernisées et zones encore isolées, surcharge administrative, voire épuisement des ressources humaines locales. Dans cette perspective, une réforme menée avec vigueur pourrait fragiliser plutôt que consolider. Mais lorsqu'on confronte ces arguments aux données observables, l'image se nuance nettement. La réduction de moitié de l'aide extérieure depuis 2022 n'a pas entraîné de contraction économique. Au contraire, les recettes agricoles ont doublé grâce à la stabilisation de la production et à la transformation industrielle introduite par la Red Gold Factory. Le flux n'a pas disparu, il a simplement été internalisé. La croissance ne s'est pas effritée. Elle s'est réorganisée autour de circuits endogènes. Quant au risque de déséquilibre interne, les bilans sur le terrain montrent une tendance inverse. Les écoles rouvrent à double horaire grâce à l'éclairage solaire. Les routes fluidifient les échanges. Les hôpitaux abandonnent les lampes de fortune. Et l'accès à l'eau s'étend à des centaines de milliers de foyers. Ce n'est pas une déstabilisation, c'est une stabilisation progressive, enracinée dans des infrastructures locales moins vulnérables aux ruptures extérieures. Ainsi, le Stillman se referme les objections, souligne des risques théoriques, mais les données disponibles montrent une trajectoire qui fonctionne précisément parce qu'elle s'appuie sur des résultats mesurables plutôt que sur des annonces. La mécanique s'auto-alimente. À ce stade, la dynamique ne dépend plus uniquement de l'impulsion initiale, elle avance, parce que chaque infrastructure active la suivante. Ce glissement, et c'est la clé l'instant où la souveraineté cesse d'être un objectif pour devenir un fonctionnement interne. Les techniciens locaux, formés sur les premiers chantiers, mènent désormais les extensions d'énergie et d'eau sans attendre l'arrivée d'experts extérieurs. Dans cette nouvelle configuration, le rôle d'Ibrahim Traoré change subtilement. Il n'agit plus comme le moteur unique, mais comme l'architecte d'un système qui commence à produire ses propres prolongements. La preuve la plus visible se lit dans les villages électrifiés. Les écoles nocturnes rouvrent sans directive. Les ateliers prolongent leurs horaires. Et les hôpitaux fonctionnent sans improvisation. La norme se redéfinit d'elle-même. La finance locale confirme le mouvement. Les microcrédits, d'abord utilisés avec prudence, circulent désormais comme un réflexe économique. Les coopératives investissent plus vite. Les PME rurales émergent plus tôt. Et les flux de trésorerie restent à l'intérieur du pays, fermant ainsi une boucle que les observateurs pensaient fragile. Ce pivot marque la moitié du récit. La dynamique ne cherche plus à prouver qu'elle fonctionne. Elle démontre qu'elle peut durer. Les résultats sont désormais visibles dans les 4 grandes sphères de la société burkinabé: les ménages, les secteurs nationaux, les acteurs nourriciers et le contexte régional. Chaque groupe reflète un aspect clé de la transformation impulsée par Ibrahim Traoré. Et tous montrent comment la souveraineté, loin d'être un concept abstrait, se concrétise dans les gestes quotidiens. 1. Nage. Les familles rurales, autrefois dépendantes des aléas de la saison, connaissent désormais une stabilité nouvelle. Les villages électrifiés grâce au programme Yellen bénéficient
de plusieurs heures d'activité supplémentaires chaque soir. Les enfants étudient sous des lampes solaires, les femmes prolongent leurs activités artisanales et les foyers diminuent leur dépendance au kérosène, réduisant à la fois les dépenses et les risques sanitaires. Cette continuité modifie profondément la perception de l'avenir. L'incertitude laisse place à une routine plus stable et prévisible. 2. Secteurs nationaux. Les infrastructures, auparavant fragmentées, se renforcent mutuellement. La route entre Bobo-Dioulasso et la Tedi d'Ivoire a non seulement réduit les coûts logistiques, mais a aussi fluidifié les échanges agricoles. Les hôpitaux bénéficient désormais d'un approvisionnement électrique fiable. Les écoles fonctionnent à double horaire et les producteurs locaux trouvent de nouveaux débouchés pour leurs récoltes. La cohérence de ces progrès crée un tissu économique plus résilient et autosuffisant, capable de résister aux pressions extérieures. 3. Acteurs nourriciers. Les agriculteurs et les coopératives tirent un bénéfice direct de la transformation industrielle initiée par la Red Gold Factory. Les prix, jadis volatiles, se stabilisent et les coopératives, soutenues par des microcrédits, investissent dans de nouveaux équipements et renforcent leur chaîne de production. Irrigation du barrage Ziga 2 assure des rendements plus élevés et réduit les pertes, consolidant l'autonomie agricole pour la salle du pays. 4. Contexte régional. Les pays voisins du Burkina Faso observent attentivement ce modèle en pleine évolution. Le Mali, le Niger et la Guinée commencent à réorienter leurs corridors commerciaux, privilégiant des échanges entre pairs plutôt qu'une dépendance aux routes maritimes. Le modèle « produire, transformer, financer » développé par Ibrahim Traoré devient un exemple régional, influençant la dynamique du Sahel. Idée de souveraineté se déploie ainsi à l'échelle régionale, avec un impact diplomatique grandissant. Ces résultats ne se contentent pas d'illustrer une transformation. Ils démontrent qu'un système qui lie l'énergie, l'agriculture, la finance et l'infrastructure peut fonctionner de manière durable et autonome. Le Burkina Faso, autrefois dépendant, devient un modèle de résilience, un exemple pour d'autres nations du Sahel. Autonomie est en marche, et elle est bien plus qu'un simple discours. Les prochains mois s'organisent autour de 3 trajectoires possibles, chacune façonnée par la cohérence institutionnelle, la stabilité sociale et la capacité du pays à maintenir la dynamique enclenchée. Ces scénarios ne prédisent pas l'avenir. Ils offrent un cadre pour comprendre comment la mécanique révélée jusque-là peut se prolonger ou se tendre selon les conditions. Scénario 1. Base, la continuité maîtrisée. Si les 10 projets déjà en marche conservent leur rythme actuel, alors l'énergie solaire continuera de stabiliser les villages. Ziga 2 soutiendra l'eau agricole et domestique, et la Burkenbank poursuivra la réinternalisation des flux financiers. La croissance demeurerait autour d'un niveau modéré, nourri par la production locale et une coordination institutionnelle disciplinée. Dans ce contexte, l'État maintient une sobriété budgétaire et une régulation administrative qui permettent au système de ne pas perdre son inertie. Scénario 2, optimistique, l'expansion régionale. Si la coopération avec le Mali, le Niger et la Guinée s'intensifie, alors un corridor sahélien cohérent pourrait se former, réduisant encore la dépendance aux ports éloignés. Les échanges entre pairs deviendraient plus fluides, les investissements locaux s'accéléreraient et la production agricole pourrait connaître un bond. Dans ce cas, la souveraineté ne serait plus seulement un modèle interne, elle deviendrait un argument diplomatique. La dynamique initiée pourrait s'étendre au-delà des frontières sans se diluer. Scénario 3. Worst case, les pressions extérieures. Si les marchés se contractent, si les exportations ralentissent ou si l'inflation repart, alors la croissance pourrait glisser vers un palier plus faible. Cependant, les infrastructures d'énergie et d'eau joueraient un rôle d'amortisseur. Elles protégeraient le pays du pire, même dans un contexte hostile, en préservant au moins
le socle vital, éclairage, irrigation, hygiène, circulation locale des biens. Le risque n'est pas l'effondrement, mais le ralentissement. À travers ces trois voies, une constante demeure si la cohérence interne se maintient, alors la souveraineté reste une discipline, pas un pari. La transformation en cours ne se lie pas seulement dans les infrastructures, mais dans la manière dont les citoyens se positionnent face à un État qui tient désormais ses engagements. Trois cercles se distinguent: les individus, les communautés et la diaspora, chacun réagissant selon son rapport au changement. Individu, le réajustement intime. Enseignants, techniciens, agriculteurs décrivent un regain de confiance. Ils constatent que leurs efforts, un impôt payé, une classe éclairée, un atelier stabilisé, produisent enfin un effet tangible. Ce retour d'impact redéfinit la relation quotidienne à l'État. La contribution ne semble plus perdue dans un système lointain, mais reliée à une amélioration visible. Communauté, la réorganisation collective. Avec l'énergie locale, l'eau régulière et la finance accessible, les villages reconfigurent leurs priorités. Les cours du soir reprennent, les projets agricoles se planifient, les comités d'entretien naissent. La souveraineté, longtemps perçue comme un discours, devient un outil partagé, un moyen d'agir ensemble, plutôt qu'un concept abstrait. Diaspora, le lien renouvelé. Mais sans revenir physiquement, de nombreux expatriés réinvestissent symboliquement matériel, soutien aux projets familiaux, participation au financement de coopératives. Ils observent un pays qui, sans miracle, apprend à se maintenir debout par sa propre cohérence. Ce geste, discret mais constant, élargit le cercle d'appui. À travers ces trois niveaux, une même idée se renforce lorsque les citoyens perçoivent que leurs gestes ont un écho réel. La confiance collective devient un moteur à part entière. La route d'ici vers une souveraineté durable ne se limite pas à un simple renversement. Elle nécessite une série d'étapes clés, chacune appuyée par des actions concrètes et mesurables. Ibrahim Traoré a défini une méthode claire qui permet de renforcer chaque maillon de la chaîne, en s'assurant que chaque étape est vérifiable. 1. Identifier les besoins vitaux. Chaque projet commence par une identification précise des priorités: énergie, eau, santé, éducation ou finance. Aucune de ces priorités n'est lancée en même temps. Chaque secteur est abordé séparément pour maximiser l'impact immédiat et limiter les risques. Quand dès le début de la transition, mesurée par la rapidité de mise en place et la capacité d'absorption locale. 2. Former localement. Les compétences doivent être nationales, réduisant la dépendance aux experts extérieurs. La formation des techniciens locaux et des travailleurs sur place garantit que les projets sont gérés et maintenus par ceux qui bénéficient directement des résultats. Quand parallèlement à la mise en place des projets, mesurée par l'augmentation des compétences locales et la réduction du besoin d'expertise étrangère. 3. Relier les chantiers. Une fois que chaque secteur vital est stabilisé, il est essentiel de relier les infrastructures. Entre elles, la lumière soutient la production, l'eau renforce la santé, et la finance soutient la construction des routes. Quand dès que le premier secteur est fonctionnel, mesuré par l'intégration de nouvelles infrastructures dans un réseau interconnecté, mesurable par des indicateurs de fluidité et d'accès. 4. Mesurer et corriger. Les bilans publics réguliers assurent un suivi constant des progrès et des blocages. Chaque projet est évalué par rapport aux objectifs définis et des ajustements sont faits en fonction des résultats. Réels, quand tous les 6 mois, mesurés par les rapports d'évaluation, les retours de la population et les statistiques sur l'amélioration des conditions de vie. 5. Tendre par l'exemple. La dernière étape consiste à diffuser le modèle, non par la force, mais par la preuve de sa réussite. Les voisins observent, testent et adaptent les principes qui ont fonctionné dans le pays.
Quand une fois les systèmes internes stabilisés, mesurés par l'adoption du modèle par d'autres nations du Sahel, cette feuille de route ne cherche pas à imposer une utopie, mais à construire progressivement un système solide, fondé sur des données réelles et des résultats mesurables. Elle montre que, pour Ibrahim Traoré, la souveraineté ne se décrète pas, elle se pratique, et chaque pas doit être mesuré. Le soir, Mariam quitte encore l'usine avec sur les mains cette odeur métallique qui raconte son histoire. Dans les rues, la lumière issue du programme Yellen glisse sur les murs, recréant le même décor qui avait marqué ses premiers mois de transition. Les enfants lisent sous une clarté stable, les familles se discutent dans une tranquillité qui n'existait pas auparavant, et l'on devine derrière chaque geste la continuité d'un changement devenu presque naturel. Le parcours de Mariam, apparu comme un simple micro-cas au début du récit, devient ici un motif central, la preuve que les petites victoires quotidiennes, peuvent redéfinir le rythme entier d'un pays. Et c'est précisément cette logique, patiente et méthodique, qu'Ibrahim Traoré a encouragée non par de grands discours, mais par des infrastructures qui modifient que la vie, une décision à la fois. Lorsque l'on observe ces rues éclairées ou ces mains marquées par le travail, on comprend que la transformation n'a pas été un choc, mais une accumulation régulière d'actes cohérents. Un pays avance lorsque ses gestes simples s'alignent. Udaigne, la cohérence change plus qu'un discours. Dans ce tableau en mouvement, rien n'est figé. Chaque atelier qui reste ouvert plus tard, chaque foyer qui s'éclaire sans hésitation, chaque récolte transformée sur place renforce un peu plus la trajectoire enclenchée. La souveraineté n'y apparaît pas comme un horizon lointain, mais comme une pratique quotidienne que chacun nourrit à son échelle, un choix répété, une cohérence entretenue, une attention portée aux détails qui font tenir un pays debout. Les infrastructures deviennent alors plus que des constructions, elles sont des marqueurs d'engagement collectif. La lumière des villages, les routes qui s'étirent, les ateliers qui vibrent en soirée, racontent une histoire silencieuse mais tenace, celle d'une communauté qui décide de se soutenir de l'intérieur. Ce récit n'appartient plus seulement aux institutions. Il se prolonge dans chaque geste, chaque initiative locale, chaque solidarité renouvelée. Si vous souhaitez prolonger cette dynamique, il suffit parfois d'un acte modeste, une participation, une écoute, un partage. Les transformations durables naissent rarement de miracles, elles se tissent dans la durée, là où les efforts individuels rencontrent l'intérêt commun. Et vous, quelle place pourriez-vous prendre dans ce mouvement qui avance par cohérence plutôt que par attente ?